Organisation des élections 2023, le sujet était au centre de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé ce vendredi aux diplomates de l'Union européenne au Palais du Peuple. En Ituri, les forces armées de la RDC ont mis la main sur une cinquantaine de présumés membres du groupe armé auteurs des attaques contre la population Makayanga-Bogi aux environs de Komanda. Ces hors-la-loi ont été présentés au gouverneur de province. La rentrée scolaire est confirmée pour ce lundi 4 octobre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, est arrivé à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental où il va donner le go ce samedi. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Direction Assemblée nationale autour de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a échangé avec les ambassadeurs de l'Union européenne. La composition de la CENI et les discussions autour de la mise en place de la nouvelle équipe et surtout la tenue des élections dans le délai constitutionnel étaient au menu. Les hôtes de Mbosso Kodia promettent d'accompagner le processus électoral jusqu'à l'organisation de tout le scrutin. 3 jours suffisent pour les confessions religieuses déposer leurs procès-verbaux des désignations de leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce fait, elles vont se rencontrer ce samedi 2 octobre pour discuter à nouveau et trouver un consensus sur leurs délégués. À ces processus, les ambassades occidentales s'y sont mêlées et tiennent à ce que les chefs spirituels décident sur leurs candidats dans la paix, afin que les glissements ne soient pas consacrés. Alors que Mac Hammer a échangé ces derniers temps avec les 2 présidents du Parlement congolais, les 6 confessions religieuses, l'El Cinco et SCC, les ambassadeurs de la Belgique, Grande-Bretagne, de l'Hollande et de l'Union européenne ont fait la même chose. De l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI, et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Et ce vendredi, les 6 chefs des confessions religieuses ont reçu au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale une délégation de l'ambassade de France en République démocratique du Congo composée de Jean-Pierre Brunet pour parler aussi de la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Selon évêque général Dodo Kamba, président national et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, ces différentes rencontres ont pour but d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Du côté des ambassades occidentales, ces échanges devront permettre à éclairer l'opinion et obtenir des éléments sur les travaux qu'ils ont conduits et leur vision des choses sur la mission qui leur a été confiée sur le pied de la loi organique qui porte le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Ces diplomates ont souligné la nécessité que le processus électoral naissant aboutisse dans les délais constitutionnels à un scrutin qui sera accepté par tous et qui sera satisfaisant. Le financement du secteur agricole au centre d'un échange ce vendredi entre le président du Sénat et le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Aristide Ongoné Obané est venu plaider auprès de Modeste Batulukwebo en faveur de l'augmentation du crédit alloué au secteur de l'agriculture dans le budget exercice 2022. L'augmentation de l'enveloppe destinée à l'agriculture s'avère urgente car les statistiques sont alarmantes. 27 millions de Congolais sont victimes de l'insécurité alimentaire, des chiffres inacceptables pour la FAO. Pour combattre cette situation, une politique agricole, un financement adéquat sont plus que nécessaires. Pour y parvenir, cette agence des Nations Unies recommande notamment l'adhésion du Parlement de la RDC à l'Alliance des parlementaires de la CEAC. Je suis venu exhorter le président du Sénat à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette alliance soit mise en place, surtout que nous avons reçu une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nous a demandé en tant que FAO d'accompagner la RDC. Le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le financement du secteur agricole.
C'est un financement qui est très important parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous sommes à peu près à 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est un chiffre beaucoup trop élevé qui est pratiquement inacceptable. Donc il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des cadres, mais qu'il y ait surtout un financement conséquent pour accompagner ce secteur. Et en tant que parlementaires, nous savons le rôle que le Sénat et l'Assemblée nationale jouent quand il faut mettre en place la loi des finances. La démarche de la FAO est saluée par le speaker de la Chambre haute du Parlement. Modeste Batulukwebo suggère la création de banques agricoles avant de promettre l'implication de sa Chambre pour l'augmentation du crédit alloué à l'agriculture afin d'appuyer la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise en mettant un accent particulier sur l'agriculture. En Ituri, les forces armées de la RDC ont mis la main sur une cinquantaine de présumés membres du groupe armé auteurs des attaques contre la population à Makayanga, Bogi, aux environs de Komanda. Ces hors-la-loi ont été présentés au gouverneur de province. C'est sur instruction du lieutenant-général Luboya Kasha Majoni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, que le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le général Ngoï Seguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Komanda, à plus ou moins 75 km au sud de Bunia. Sur place, le commissaire provincial a appelé la population à bannir cause pendant cette période où les ennemis de la paix distillent les messages de la haine tribale avec objectif de déstabiliser la région. Il y a une quiétude qui règne, le calme est revenu. Il reste par contre une certaine psychose dans les têtes de certaines personnes. Il faut travailler là-dessus, mais notre présence est pour rassurer davantage cette population-là. Dans la même veine, l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Komanda. Les forces armées sont là pour sa sécurité, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles ne puissent pas céder à l'intoxication, bien aux rumeurs. S'ils voient des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les habitants de ces centres négoces, confiants à son armée, invitent les autres à regagner leur milieu d'origine. On parle des miliciens, mais nous avons confiance à notre armée qui nous sécurise et va neutraliser ces miliciens. Les ennemis de la paix, FPIC et alliés, déplimés, ni moyens, ni possibilité de tenir devant les forces armées à Makayanga, Bogi et Komanda. Et pour preuve, plus de 40 miliciens ont été capturés sur le champ de bataille. C'est confirmé, la rentrée scolaire édition 2021-2022 intervient le lundi 4 octobre. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, séjourne à Mbujimaï depuis ce vendredi pour donner le go de cette nouvelle année scolaire. Dans sa suite, certains élus du Kasaï oriental, notamment le député national Eric Ngalula Ilunga. À l'aéroport de Bipemba, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été accueilli par le ministre provincial de l'Intérieur, une forte délégation des officiels, une foule nombreuse de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et d'autres partis politiques qui s'étaient massés pour l'ovationner. Tony Mwaba et Mbujimaï pour lancer officiellement la rentrée scolaire 2021-2022 prévue le lundi 4 octobre prochain. Dans la suite du numéro 1 de l'EPST au Congo-Kinshasa, la présence remarquable de certains élus du Kasaï oriental, notamment les sénateurs Ogi Ilunga Chivila et le député national Eric Ngalula Ilunga, décidé à accompagner la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique rendue effective grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que c'est la première fois que Tony Mwaba arrive en Mbujimaï depuis sa nomination à la tête de l'EPST.
Le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, était au chevet des sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Dans le cadre d'une mission officielle lui confiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il était question pour lui d'annoncer le transfert de 1360 victimes de la catastrophe de Nyiragongo qui passaient nuit dans des écoles dans le territoire de Nyiragongo vers un autre site construit par le génie militaire dans les jours à venir. Nous allons héberger tous les sinistrés qui habitaient l'école de l'autre côté. Ils ne vont pas faire une année ici. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour la construction des maisons. Parce que là, nous les appelons les abris. Ce ne sont que des abris contre les intempéries. Dans les jours qui viennent, nous avons déjà obtenu le terrain après avoir négocié avec le chef coutumier, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Habitat, vont signer ensemble un arrêté interministériel pour attribuer ces terrains aux sinistrés. Et alors les travaux vont commencer. Tous les moyens sont déjà mis en œuvre. Tout ce que nous avons reçu des donateurs, des hommes de bonne volonté, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont donné des vivres et des non-vivres, tout cela est bien géré par le gouvernement et sera redistribué au fur et à mesure aux sinistrés. Et au finish, il faudrait que nous puissions relever le niveau social de ces sinistrés. Nous ne pouvons pas d'un coup, lorsque un homme de bonne volonté nous a donné 10 francs, que nous les dépensions le même jour. Parce qu'il faudrait chaque jour, chaque semaine, donner à manger à ces sinistrés. Il faudrait les soigner, il faut assurer leur sécurité. C'est ainsi que nous profitons de l'occasion pour remercier très sincèrement tous ceux qui, de loin, nationaux ou étrangers, qui ont vidé un peu leurs poches pour venir en aide à ses compatriotes. Présentation officielle à Kinshasa du projet de plantation d'arbres dans la province du Kwango par Colruyt Group. La cérémonie de lancement a eu lieu en la résidence de l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Colruyt Group prévoit de planter notamment 12 millions d'arbres s'inscrivant dans la vision du chef de l'État à travers son programme dénommé 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. C'est un projet de grande ampleur. Colruyt Group, qui œuvre activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'apprête à contribuer au programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers la plantation de plus de 10 000 hectares, soit plus de 12 millions d'arbres dans la province du Kwango. C'est un événement qui, surtout maintenant, dans cette période où nous sommes en train de préparer la COP26 à Glasgow, le moment international où on va décider sur les mesures que le monde entier va prendre pour contrer le changement climatique. En présence d'un parterre d'invités, dont le gouverneur du Kwango ainsi que quelques chefs coutumiers, le représentant du groupe Colruyt a martelé que l'opération est d'une valeur ajoutée sociale, car elle va bien au-delà d'une simple réforestation. L'aspect socio-économique, c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on a fait un accord sur un cahier de charges pour faire les investissements structurels, c'est-à-dire un pont, aussi un hôpital et peut-être des écoles. C'est un arrangement qu'on va faire. Il y a des investissements qui vont se dérouler dans les années qui viennent. C'est une opportunité que la province du Kwango ne peut pas louper. C'est la contribution, si vous voulez bien, de la province du Kwango pour le problème climatique que vous connaissez. Les gaz à effet de serre, le déséquilibre mondial. La contribution du Congo est, dans un premier temps, j'ai donné 4 000 hectares. La République démocratique du Congo, qui possède la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, nécessite donc des multiples actions de la population en termes de protection, de régénération et de plantation, d'où ce grand projet ambitieux. Et pour clôturer la soirée, un arbre a été symboliquement remis à quelques personnalités. L'Office congolais de contrôle, agence de Kasumbalesa, a présenté au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, 4 camions frigos transportant des poissons tilapia non conformes à la consommation. Le ministre a par cette occasion instruit l'OCC d'achever cette démarche en incinérant les produits avariés pour le bien-être de la population. 4 véhicules ont été interceptés à la frontière de Kasumbalesa par l'Office congolais de contrôle avec à bord des poissons déclarés non conformes à la consommation.
Ce jeudi 30 septembre, l'OCC a présenté ses lots de marchandises au ministre national du Commerce extérieur, accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga et du directeur provincial de l'Office congolais de contrôle. Les camions sont arrivés ici, comme vous le savez, la procédure. L'OCC est là pour vérifier la qualité. Et nos services avaient prélevé l'échantillon. Quand l'échantillon est arrivé au laboratoire, après l'examen organoleptique, ils ont constaté que ces produits-là étaient impropres à la consommation. Après inspection des camions et d'un échantillon de poissons tilapia, Jean-Lucien Boussa, ministre national du Commerce extérieur, a déclaré que la marchandise non conforme doit être incinérée. Le chef de l'État a déclaré que le salut du peuple était la loi suprême. Je pense pour notre part que le bien-être et la santé de notre population sont les éléments sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Dès lors qu'il est constaté que les produits que nous avons dans les différents camions frigos qui sont ici sont des produits périmés, impropres à la consommation, j'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Ces vivres frais ont été saisis depuis plus d'une semaine et malgré l'intervention de certaines personnes influentes, l'OCC est resté ferme sur sa décision afin de prévenir la santé des Congolais. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, l'heure est à l'identification des membres qui sont restés fidèles aux idéaux du parti et à son président national Joseph Kabila. Une activité supervisée par le secrétaire permanent du PPRD Ramazani Chadari. Les délégations des différentes provinces se succèdent au siège national du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans la commune de la Gombe, où le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari procède à l'identification des membres qui sont encore fidèles au PPRD et au président national du parti, Joseph Kabila Kabange. Il faut nous aider à l'identifier. C'est pourquoi on nous appelle par espace, parce que nous nous connaissons très bien. C'est un travail qui demande la participation de tout le monde. Au niveau central, au Kinshasa, au niveau central du parti, ça signifie le bureau politique, le conseil national, mais l'organe le plus élevé, c'est le bureau politique. Les 4 provinces du Grand Katanga, la Grande Province orientale, le Grand Kivu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, le Grand Bandundu, le Congo central, bref, toutes les 26 provinces que compte la RDC sont concernées par ces opérations d'identification qui rentrent dans les cadres des préparatifs des élections de 2023. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui affûte déjà ses armes, compte gagner ces élections à tous les niveaux. On ouvre la page des rentrées parlementaires dans les provinces. D'abord, à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, une session essentiellement budgétaire au cours de laquelle la présidente de cet organe délibérant, Yumba Kalinga, a insisté sur l'élaboration des édits allant dans le sens de l'amélioration sociale de la province. Ouverture solennelle ce jeudi 30 septembre 2021 de la session ordinaire de septembre 2021 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Une session essentiellement budgétaire qui s'est ouverte sous la présidence de l'honorable Yumba Kalinga Mushimba Isabelle. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en présence du gouverneur d'intérim de la province du Haut-Lomami et quelques membres du gouvernement, le membre du Conseil de sécurité, le premier président de la Cour d'appel, le représentant et chef de confession religieuse. La liste n'est pas exhaustive. Dans son mot de circonstance, la présidence de l'organe délibérant du Haut-Lomami a de prime abord rendu un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la sécurité et de la paix dans notre pays. Elle doit être une simple formalité, un rituel annuel sans contenu et sans conséquence sur les vécus quotidiens de la population, mais plutôt une expression de leurs attentes. Honorables députés et chers collègues, une mesure comme il est de coutume, la session de septembre est essentiellement budgétaire. C'est sur cette note que je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de septembre 2021, session budgétaire. Autre chose, le plaidoyer du sénateur Riguen Bakonga pour la réhabilitation de l'avenue Kulumba dans la commune de Limete porte déjà ses fruits. Les ingénieurs sont annoncés pour des travaux qui débuteront incessamment. Riguen Bakonga a été sur terrain pour leur donner les couleurs.
C'est après un long plaidoyer qu'intervient cette descente. Regan Bakonga ne ménage aucun effort qui va dans le sens de soulager les difficultés de sa base. Le plus gros problème actuellement, c'est l'impraticabilité de la route Kulumba dans la commune de Limete à Kingabwa, qui, avec le retour de la pluie, devrait atteindre son comble avec les inondations. Comme vous le savez, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme visionnaire. C'est quelqu'un qui est tout proche de la population. C'est comme ça qu'il nous a été demandé, en tant que notable de ces quartiers de Kingabwa, de pouvoir faire un plaidoyer chez le directeur général de l'OVD pour que cette route de Kulumba soit praticable. Donc dans 3-4 jours, la route sera déjà fréquentable et dans un état très normal parce que, comme vous le savez, la route ici, il y avait des boues, mais aujourd'hui, donc on peut quand même espérer avec la vision du président de la République que la route sera très praticable et que la population de Limete, de Kingabwa en particulier, sera très calme et très à l'aise. Ce projet va augurer une nouvelle ère dans ce coin de la capitale. Les habitants ne jurent qu'à être à même de se mouvoir sans entrave. Donc je fais un appel à tous les fils et filles de Kingabwa de pouvoir inaugurer, venir accompagner les promoteurs du centre hospitalier Ilanga Bakonga Rigen. Le sénateur Rigen Bakonga, le héros des Kingabwa, est le premier à retrousser les manches pour cette cause, une initiative qui vise à soutenir et accompagner la vision du chef de l'État dans son volet infrastructure. N'ayant pas figuré parmi les universités qui ont été sanctionnées de fermeture de la faculté de médecine, l'université Révérend Kim, qui cherche toujours de l'excellence, a procédé à la pose de la première pierre de construction d'une clinique universitaire moderne en présence de plusieurs autorités du pays ce vendredi. La clinique universitaire est un lieu d'excellence qui attire d'une part les étudiants en faculté de médecine et d'autre part des disciplines corollaires, notamment les sciences infirmières. Elle a aussi pour objet la prise en charge des malades. L'université Révérend Kim s'offre l'opportunité de construire une clinique universitaire moderne qui est un début de la réalisation d'un projet d'il y a 10 ans. La construction des cliniques universitaires de l'URKIM est un projet qui date d'il y a plusieurs années. Il remonte dès la création de l'université Révérend Kim depuis 2010. Et aujourd'hui, c'est la consécration de cette idée géniale du couple rectoral et promoteur de cette grande université au centre de l'Afrique. Aujourd'hui, plus de 10 ans, nous procédons à la pose de sa première pierre. J'ai dit ici au nom du recteur, au nom de tous les membres du comité de gestion et en mien propre, que l'érection de ces bâtiments est une immense joie et un grand honneur. En outre, ce projet vient contribuer à l'évolution et à l'amélioration du secteur sanitaire du peuple congolais. Au-delà de toute suspicion, croyez-nous sur la parole, ces cliniques universitaires feront partie des meilleures de la République démocratique du Congo. L'érection de ces cliniques universitaires modernes a fait la joie non seulement des agents, mais aussi des étudiants, en particulier ceux de la filière de la médecine, qui se sont sentis honorés par le couple rectoral. Autre prix, celui du groupe hospitalier Initiative Plus. C'était au cours de la 5e édition de la Nuit du Mérite organisée à Brazzaville que le trophée a été décerné à ce groupe au titre de mérite humanitaire dans le domaine de la santé. Arlette Boutila. La 5e édition de la Nuit du Mérite a vécu à Brazzaville. Parmi les lauréats figure en bonne posture le groupe hospitalier Initiative Plus qui a obtenu le prix du mérite humanitaire pour les réponses aux besoins de santé en quelques années d'existence. Que des encouragements aux gagnants qui à leur tour félicitent le groupe hospitalier Initiative Plus avec en tête le docteur Jeff Talaja, son coordonnateur, sans oublier d'évoquer le grand cœur de Marie-Olive Lembe-Kabila dans ses actions sociales. Et ça fait chaud au cœur, vraiment, parce que cette dame, c'est une très grande dame. C'est une fierté pour l'Afrique. Nous l'avons vue à l'œuvre depuis de longues années. Elle est toujours là aux côtés des personnes dans le social. C'est une grande dame. Elle fait beaucoup pour la RDC.
Le mérite est le critère de base pour obtenir le trophée. Voilà, donc nous décernons des trophées à ceux qui le méritent, ceux qui font du bon travail. Maman Olive, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de cette femme? Elle est merveilleuse avec un grand M. Ouais. Ce trophée est une responsabilité pour le docteur Ntalaja qui voit son hôpital être classé en meilleure posture parmi plusieurs dans le domaine de santé. C'était un sentiment de fierté, mais au même moment c'est aussi un défi pour nous dire que nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons travailler encore plus. Maman Olive, nous ne pouvons que l'encourager et dire que nous serons derrière elle tant que cette œuvre va continuer. C'est dans une ambiance de fête que les mamans Yakilo et les artistes ont clôturé la 5e édition de la Nuit du Mérite. Rentrée scolaire 2021-2022, le lycée Carnot est prêt pour accueillir les élèves dans des meilleures conditions le lundi prochain, conformément au calendrier scolaire publié par le ministère de l'EPST. L'annonce a été faite ce vendredi par le promoteur de cette école, Steve Mbikaï, lors de sa visite au lycée Carnot. Promoteur de cette école, Steve Mbikaï a voulu se rendre compte de l'évolution des préparatifs en cours pour s'assurer que tout est fin prêt afin d'accueillir les élèves dans des meilleures conditions le lundi 4 octobre 2021. Tout était passé au peigne fin, la réhabilitation du bâtiment et des salles de classe qui doivent accueillir les nouveaux élèves que la commande de nouveaux mobiliers scolaires. Profitant de sa visite, les promoteurs du lycée Carnot a lancé un appel aux parents de venir inscrire leurs enfants dans cette école moderne qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans. Devant la presse, Steve Mbikaï confirme la rentrée de cette école pour ce lundi et invite les parents et les enseignants à se tenir prêts. C'est une école que j'ai créée depuis, ça fait bientôt 14 ans. Et dont les parents sont très contents à cause du fruit que ça produit pendant toutes ces années. Elle fait partie du groupe de mes écoles. Et donc, mais une école qui, à la différence du Cartésien, qui a un programme national mais bien modernisé et bien fignolé, où on met plus l'accent sur la recherche des enfants, avec une pédagogie moderne qui met l'enfant au centre de la formation. L'enfant doit être lui-même acteur de sa propre formation avec pour ça comme encadreur. Chaque fois à la veille de la rentrée scolaire, je dois passer, me rendre compte que tout va bien, voir si les travaux sont bien faits, les salles sont bien propres, est-ce que les professeurs sont en train de me préparer la rentrée scolaire ou pas. Très connu comme promoteur de l'école internationale bilingue Les Cartésiens, Steve Mbikaï a souligné qu'il avait créé le lycée Carnot il y a précisément 14 ans. L'école, qui fait partie des écoles du groupe cartésien, dispose d'un programme national basé sur la pédagogie moderne qui met chaque élève devant une situation problème qui les pousse à s'adonner à la recherche. L'école est située sur la 7e rue Lumété, quartier industriel, au numéro 20 de l'avenue du 7 mai, non loin du collège cartésien. Le forum Kelo Bantu dédié au capital humain et au renforcement des capacités a ouvert ses portes. Pour cette 2e édition, les acteurs économiques majeurs aborderont pendant 3 jours la thématique du leadership transformationnel au sein des entreprises. Mesdames et messieurs, centré sur le développement humain en vue de contribuer au développement de la RDC, la 2e édition du forum Kelo Bantu est consacrée au leadership transformationnel au sein des entreprises. Ce sommet qui rassemblait les acteurs économiques majeurs pendant 3 jours a été déclaré ouvert par la représentante du chef de l'État à ses assises. Ce véhicule Kelo Bantu sur le capital humain correspond parfaitement à ce que doit être notre pays dans le domaine du travail et de l'emploi. Sur ce, en ma qualité de représentant du chef de l'État, je déclare ouvertes les assises du forum Kelo Bantu. Cérémonie d'ouverture suivie d'une conférence de presse et de la signature de la charte d'éthique qui permettra aux sociétés privées des placements d'améliorer les conditions de travail dans leur environnement. Par ailleurs, la 2e journée était composée de plusieurs panels de débat, dont les premiers à aborder la responsabilité sociétale des entrepreneurs et organisations internationales. S'en est suivi d'autres panels, notamment celui lié aux syndicats et celui de l'optimisation de la productivité. Mais surtout, une totale transparence. On doit amener les salariés à ne penser pas qu'un individu, mais à penser groupe, à penser entreprise, parce que sans entreprise, il n'y a pas de travail. Et sans travail, il n'y a même pas de syndicat. Changer l'état d'esprit. Le mot en anglais plus frappant, c'est le mindset.
Vous devez pouvoir motiver, vous devez pouvoir recruter si c'est recruter, vous devez pouvoir coacher, vous devez pouvoir sanctionner si ça ne marche pas. Téné, le forum Kilobantu est organisé par Sodeiko Development en partenariat avec le Conseil international des industries suédois. En sport et en off éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, 25 léopards sont convoqués pour la double confrontation contre Madagascar le 7 au Stade des Martyrs, puis le 10 à Antananarivo. Parmi les 25 léopards sélectionnés par Hector Cooper, on retrouve 5 gardiens de but, dont Parfait Mandanda et Joël Kasumbu. 8 défenseurs sont convoqués, 5 milieux de terrain, puis 8 attaquants, dont Meshak Elia qui signe son retour à la sélection nationale. Comptons pour la 3e journée le match RDC-Madagascar va se jouer au Stade des Martyrs. Pour le mécène sportif Yasanté Moulongoy, le choix du stade ne pose pas assez de problème. Les Congolais doivent plutôt s'unir comme un seul homme pour permettre aux Léopards de bien négocier leur match à domicile. Le match là contre Madagascar, que ça se joue à Lubumbashi, à Kindu, à Kwangu, ni à Kwilu, Goma, Kisangani, partout, partout à condition que ce soit au Congo démocratique. On va gagner le Madagascar. Lubumbashi, c'est la République démocratique du Congo. Kinshasa, ce n'est pas seulement la RDC. Concernant le feuilleton qui a opposé la FECOFA au ministère des Sports et Loisirs sur le prétendu détournement de fonds de l'État, les deux camps doivent maintenant regarder dans une même direction pour aider l'équipe nationale à battre Madagascar. Oublions un peu nos divergences, mes chers compatriotes congolais. Comme je connais la sagesse de notre ministre et l'esprit d'ouverture de notre ministre, son Excellence Serge Condé, je pense bien qu'il n'y aura pas de problème entre la Fédération congolaise de football et le ministère. Et aussi, sans oublier, le président Tshimanga aussi. Il est bon. Je ne peux pas dire que c'est seulement le ministre, même le Tshimanga aussi, il est bon. Il est bon. La RDC va recevoir le 7 octobre prochain le Barria de Madagascar au Stade de Martyrs. Le match retour se jouera le 10 octobre à Antananarivo. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des principaux titres. Organisation des élections 2023. Le sujet était au centre de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé ce vendredi aux diplomates de l'Union européenne au Palais du Peuple. En Ituri, les forces armées de la RDC ont mis la main sur une cinquantaine des présumés membres du groupe armé auteurs des attaques contre la population à Makayanga, Bogi, aux environs de Komanda. Ces hors-la-loi ont été présentés au gouverneur de province. La rentrée scolaire confirmée pour ce lundi 4 octobre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, est arrivé à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental où il va donner le go ce samedi. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.